bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1 pour Franco Raptors. C'est votre rendez-vous hebdomadaire sur les Raptors 100% en français. Franchement Raptors, Mike Laviole, Patrick Bizindavi comme d'habitude. Salut à toi Patrick. Salut Mike, une semaine chargée. Donc là, on a beaucoup à dire, beaucoup à partager. Mais les Raptors gagnent toujours, donc la vie est toujours belle. Semaine chargée, semaine heureuse pour les Raptors qui ont enchaîné les victoires. Ils restent sur 9 victoires de suite. 3 victoires lors de cette semaine. Et justement au sommaire, dans une première partie, on va revenir sur cette actualité de la semaine avec les 3 matchs qui ont été joués par les Raptors. On va faire un petit peu différemment des autres fois parce que c'était très rébarbatif de revenir sur chaque match. On va plutôt parler de ce qu'on retient de manière générale de ces 3 rencontres. Ensuite, on vous parlera du joueur de la semaine. Ça ne change pas. Avant la question du jour, petite nouveauté, avant la pause, on va vous passer une entrevue qu'on a eue avec James Coco Wade, Coach Wade comme moi je l'appelle, qu'on a eu en entretien. C'était en début de semaine. C'était en début Non, c'était de samedi C'était passé. le week-end dernier. Ouais. Donc il va revenir sur son été, sur Giants of Africa. Giants of Africa. Ouais. Un très beau témoignage. On vous invite à écouter bien sûr et puis on donnera nos retours là-dessus. Ensuite, la question du jour, on peut déjà vous la donner. Ça sera, est-ce que les Raptors peuvent continuer sur leur lancée au mois de décembre? On va se pencher sur ce calendrier du mois de décembre. Et enfin, on terminera en parlant du match à venir aujourd'hui samedi quand vous nous écoutez face aux Hornets de Charlotte. Et demain, ils joueront également contre les Knicks, mais on ne va pas aller aussi loin. On va se pencher sur ce match contre les Hornets. Voilà, le sommaire est donné. Maintenant, on peut passer d'entrée à l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Comme je vous le disais, l'actu des Raptors, c'est 3 matchs et 3 victoires. 119-109 contre les Nets, 110-99 contre les Cavaliers et un match ultra serré contre les Pacers, 97-95 avec ce panier décisif en français de Brandon Ingram sur Pascal Siakam. Mais juste avant ça, il y avait un contre de Jakob Poeltl sur l'un de ses meilleurs amis dans la NBA. Patrick, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 matchs? Est-ce que tu veux te focaliser sur Indiana? Est-ce que tu retiens autre chose avant cela? Oui, je pense que bon, je peux parler des matchs en général. Bien sûr, trois matchs, 3 victoires, mais les Raptors ont démontré qu'ils peuvent gagner de plusieurs manières. Mais aussi, c'est ce qu'on disait même avant les matchs, rien n'est gagné avant d'avoir joué. Exactement. Parce que sur papier, les Nets, ça devait être un match facile, mais ça n'a pas été facile du tout. Ils ont dû vraiment donc, batailler dur pour gagner ce match. Et puis, les Nets, ils étaient très physiques. Donc, il a fallu vraiment tirer du meilleur des Raptors pour gagner ce match. Le match contre les Cavaliers, c'était bien. Il y avait Donovan Mitchell, mais il y avait quand même des absents du côté de Cleveland qui font que on n'a jamais vu cette équipe à 100%. Donc, on ne peut pas dire qu'on est plus fort qu'eux ou pas. C'est vrai, on les a rencontrés 3 fois et c'est 3 victoires. Mais tous ces 3 matchs, ils étaient diminués parce qu'il y avait des blessés. Et la même chose pour les Pacers. Ils avaient perdu le match d'avant. Et sur papier, c'est une équipe faible. Mais il a fallu un tir miraculeux de Brandon Ingram pour gagner ce match. Et donc, ça montre que le match n'est pas gagné à l'avance. C'est ça, Darko en a parlé juste après les matchs. Mais aussi, les Raptors, ils peuvent gagner de plusieurs façons. Brandon Ingram, ça peut être en contre de Yak. Ça peut être beaucoup de choses qui font que il gagne, mais c'était un vrai test pour les Raptors parce que ça va être beaucoup plus compliqué avec les matchs qui vont suivre. Donc, il faut passer tous ces tests-là pour être prêt, que ce soit pour la NBA Cup, que ce soit les playoffs. Il faut que ça passe
par ça. Et aujourd'hui, Darko en a parlé après l'entraînement. Il a dit que dans la victoire, dans la défaite, on apprend. Donc là, ils sont en train d'apprendre dans la victoire, mais le jour où ils vont perdre, il y aura des leçons à apprendre de ces matchs-là. Mais je pense que une victoire, quelle que soit la façon dont ils l'ont eu, on l'apprend. Ça, c'est sûr, on l'apprend. Mais c'était une semaine intéressante pour les Raptors. Totalement, hein, les victoires prises ne sont plus à prendre et puis on va avoir l'occasion de se pencher sur la suite du calendrier. Les Raptors vont avoir des nouveaux tests, mais pour l'instant, les tests, il fallait les passer et c'est les tests qui étaient en phase 2. Comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, les Raptors ne peuvent pas choisir leur adversaire, c'est pas eux qui décident que un tel sera blessé, un tel sera blessé. Et du coup, ils ont fait le travail. Comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gagné de différentes manières. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que Indiana, vraiment, ce match, c'était pas un match facile parce que ça y est, les Pacers commencent à récupérer des joueurs. C'est une équipe qui a quand même un vécu collectif ensemble et qui, visiblement, n'a pas l'intention de laisser filer cette saison. Tu en as parlé avec Pascal Siakam, on vous diffusera l'entretien après. Les Pacers ne sont pas dans l'idée de tanker. Non. On n'a pas l'impression que Rick Carlisle essaye de mettre des joueurs faibles sur le terrain. Il fait avec ce qu'il a, mais on a vu le retour de McConnell, par exemple, qui a été exceptionnel face aux Raptors. Ils ont fait la même chose que ce qu'ils ont fait l'année dernière en playoff, c'est que les Raptors ont passé un 27-3 à cheval sur le deuxième quart et le troisième quart, et ils semblaient s'envoler vers une victoire facile. Et c'est là que McConnell a pris les choses en main. Il marquait sur toutes les actions. Là où il se balade autour de la raquette, il tire à mi-distance. On dirait qu'il y a rien à faire. D'ailleurs, en premier mi-temps, les Raptors le laissaient tirer à 3 points. Il y avait un gros manque de respect, mais il a raté ses tirs. Donc c'est ça, c'était très intéressant. Pour ne pas revenir sur match à match, moi, ce que je retiens, comment ne pas retenir l'apport de Brandon Ingram. On voit vraiment que c'est le joueur qui manquait à ces Raptors pour une attaque qui tourne vraiment très bien. On l'a assez dit, les Raptors l'année dernière qui étaient l'une des pires équipes sur demi-terrain et l'une des pires équipes dans le clutch. Dans le clutch, je mettrais ça entre parenthèses en fait parce que, comme je l'ai souvent dit aussi, en fait ça sert à rien de regarder trop les stats de l'année dernière. Je sais, je les donne, mais en fait l'année dernière, dans le clutch, c'est-à-dire dans les moments décisifs, les Raptors, en quatrième quart-temps, ils n'avaient pas leur titulaire. Ils avaient les Nano 5 carrément. Exactement. Oui. Donc, c'est sûr qu'ils allaient augmenter au classement. Mais là, vraiment être une des meilleures équipes dans les moments décisifs, ça, on peut quand même l'attribuer à Brandon Ingram en attaque, mais aussi au reste de l'équipe en défense, à Scottie Barnes, à Jakob Poeltl qui fait l'action décisive face à Pascal Siakam. Il faut le noter quand même. Scottie Barnes qui fait des actions défensives, on l'a vu dans les matchs précédents, les contres, c'est vraiment très très fort. Ouais. Et moi, je voulais quand même souligner quand même que l'absence de RJ Barrett se fait sentir. Ah oui, ah oui. Parce que on a dit en attaque, là les Raptors viennent de gagner 2 matchs, mais contre les Cavaliers, ils marquent 110 points. Contre les Pacers, ils en marquent 97. Et on voit que cette attaque qui a besoin de joueurs qui vont aller toucher la peinture, il manque un RJ Barrett là-dedans. Et je voulais quand même le souligner parce que tout à l'heure, on va parler de Jacoby Walter, qui est le joueur de la semaine. Mais malgré tout, Jacoby Walter, dans son style, il apporte des choses que Barrett n'apporte pas. Mais également, il n'apporte pas certaines choses que Barrett apporte et qui sont très très importantes pour cette attaque. Donc, ça va être très intéressant de suivre les matchs suivants sans RJ Barrett contre des plus grosses équipes. C'est 20 points par match. C'est 20 points par match qu'il apporte. Et puis, c'est une des questions qu'on a posées à Brandon Ingram. Parce que sur les 37 points qu'il a marqués contre Cleveland, c'était contre Cleveland, je pense, ouais. il a pris beaucoup de tirs. 30 tirs. 30 tirs pour marquer 37 points. Et il a expliqué que, justement, c'était l'absence de RJ Barrett. Donc, il fallait combler les 20 points qu'apporte 20 points et plus qu'apporte RJ. Ça a fait que Ingram devait sortir le gros match, mais tu as raison, l'absence de RJ se fait sentir, surtout offensivement. Parce que défensivement, quand même, Jacoby est beaucoup mieux que RJ, mais offensivement, l'absence de RJ se fait sentir, ça c'est vrai. Ben, totalement. C'est en fait, on le voit, les Raptors ont gagné les matchs différemment sans RJ. Ça a été moins des festivals offensifs. Ça a été plus de ballons dans les mains de Brandon Ingram. Ça a été aussi du coup moins une attaque en mouvement parce que Brandon Ingram est tellement fort qu'il va attirer la défense. Mais quand la défense
comme Cleveland décide de ne pas le prendre à 2, il a des 1 contre 1 à jouer. Indiana l'a très peu pris à 2 aussi parce qu'ils avaient confiance en Pascal Siakam, qui a priori un profil idéal pour défendre sur lui. D'ailleurs, avant le panier de la victoire, on voit qu'ils ont réussi à arrêter Brandon Ingram, qui a raté plusieurs tirs. Mais cette dernière action dans le flow du jeu, où on voit Scotty qui le dit vas-y, parce que le chrono était en train de tourner, il a pris 2 dribbles, il s'est élevé et puis il n'y a rien à faire en fait. Dans la conférence de presse, il a dit je savais qu'il avait 5 fautes, donc il était à ma merci. Et c'est vrai parce que la plupart des fois, Pascal était sur Scottie Barnes aussi, donc il avait la lourde tâche de défendre contre les deux. Et il a commis beaucoup de fautes. Donc, c'était quand même un avantage pour Brandon Ingram sur la dernière possession, sachant que Pascal ne pouvait rien faire. Parce que s'il touchait Ingram d'une façon ou d'une autre, ça allait être une faute. Et ils étaient dans le bonus. Donc, ça allait être un lancer. Mais pour revenir justement à l'action de Brandon Ingram, moi, j'ai regardé cette action plusieurs fois. Et ce qui est, comment trouver le mot, impressionnant pour moi, c'est la réaction de Scottie Barnes. Ouais. Donc, je me suis rappelé, je ne sais pas si tu as regardé la série The Last Dance. Il y a une action, c'était là quand Jordan n'était pas avec l'équipe, il était au baseball. Phil Jackson a fait un play de dernière seconde et il a décidé de donner la balle à Kukoc. Et Scottie Pippen était furieux, il n'a pas voulu entrer sur le terrain. Oh, wow. Il a dit, si je n'ai pas la balle à la fin, je n'entre pas sur le terrain. Et Phil Jackson décide de le mettre sur le banc. Il y a quelqu'un d'autre. Et miracle, Tony Kukoc met le tir et les Bulls gagnent. Et tu vois cette réaction-là par rapport à la réaction de Scottie Barnes sur le tir de Brandon Ingram. C'est ça qui montre la cohésion d'une bonne équipe. Ouais. Parce qu'il a dit, yeah, he's the man. Il était tellement content pour Brandon Ingram, disant à tout le monde, c'est pour ça qu'il est ici. Yes. Moi, ça montre vraiment une équipe soudée, qu'il a fait son travail. Il est à tôt. Même lui-même, il a dit, I'm here for this. Donc, ça montre vraiment cette chimie qu'il y a entre les stars, parce qu'on sait que malgré tout, Scottie Barnes, il reste le franchise player, mais que Brandon a un rôle à jouer qui le fait bien. Mais le fait de voir la joie de Scottie Barnes qui dit à tout le monde, yeah, he's our guy. C'était vraiment beau à voir. C'est ce que je retiens de ce match-là. C'est vraiment, il n'y a pas d'ego, en fait. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe et tout le monde le dit. Il n'y a pas d'ego. Les rôles sont bien définis et tout le monde sait quel rôle il prend. Et puis Brandon Ingram qui dit, hey, Darko, c'est notre leader. Ouais. Darko, c'est notre... Donc les rôles sont bien définis dans l'équipe et cela fait que quand ils gagnent, ils savent pourquoi et puis ils le font bien. On voit le grand respect que Ingram a pour Darko et il a même dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles il était venu. En tout cas, dans sa communication, pour l'instant, Ingram, c'est du 100%. Yeah. Il a même souligné l'une des raisons pour lesquelles il était venu, c'était Jakob Poeltl, parce que ses écrans, tu vois toutes les choses que le grand public ne voit pas, mais les joueurs savent à quel point ce joueur peut lui apporter, parce que quand il va lui poser un écran, il sait qu'il va avoir de la place pour jouer. Mais c'est vrai, Scottie Barnes, on le voit même avant même le tir, il lui dit pas passe-moi la balle, il lui dit vas-y. C'est ça qui est fort. Et puis ouais, cette image elle est assez exceptionnelle et c'est vrai que ça a beaucoup parlé ces derniers jours de la cohésion du groupe, justement également par rapport au fait qu'ils ont passé l'été ensemble. Dernièrement, Emmanuel Quickley a dit qu'il n'y a aucune équipe qui passe autant de temps ensemble pendant l'été. On lui a demandé pourquoi, il a dit parce que c'est des jeunes joueurs, ils ne sont pas encore au courant qu'ils peuvent aller faire leurs choses de leur côté. Mais c'est assez drôle parce qu'il dit ça, mais lui, il fait partie des joueurs qui sont là depuis 6-7 ans. Mais lui aussi a adhéré à ça. C'est ça qui est fort. Brandon Ingram a adhéré à ça. Il a invité l'équipe cet été. Il aurait pu se dire, moi, je suis une star, je viens d'arriver, et faire comme les autres. Les autres, ils vont faire leurs choses de leur côté. Ils vont en Chine ou ils vont... faire leurs trucs de leur côté. Certains, ils vont au Rico Hines Runs. D'ailleurs, Pascal le faisait de son côté à sa manière en invitant quasiment toute l'équipe au Rico Hines. Mais on peut se rappeler aussi à l'époque que Kyle Lowry n'y participait pas, par exemple. Fred VanVleet n'y participait pas. L'équipe n'était jamais autant regroupée. Et pour terminer là-dessus, Scottie Barnes l'a dit ce vendredi lors de l'entraînement.
c'est l'équipe où il se sent qu'il y a la meilleure cohésion depuis ses débuts en NBA. Ouais, c'est Ça fait vrai. 5 ans? Sixième année? Cinquième année? Cinquième année que Scottie Barnes en NBA. Il a dit les années précédentes, il n'a jamais vécu ça. En même temps, à sa décharge, il a eu les dernières années de Nick Nurse Ouais. où il y avait beaucoup de guerres internes. Tu te Ouais. rappelles, on Ouais, avait ouais. parlé de Fred VanVleet qui disait qu'il n'était pas respecté par les jeunes. On ne sait pas avec qui c'était, mais certains spéculaient que c'était Scottie Barnes. J'en suis pas sûr. Je pense pas que c'était avec Scottie Barnes, mais en tout cas, il y a eu toutes ces Ouais. histoires-là. Il y a eu la première année de Darko où encore c'était mélangé. Il y a eu l'histoire des joueurs, ils sont égoïstes et tout ça. Et je pense que c'est depuis l'année dernière vraiment que Darko a installé cette belle alchimie entre, Ouais. entre tous les joueurs. Et surtout, Masai et Bobby, ils ont insisté dans leur recrutement d'amener des gens qui sont dans le même Ouais. tranche d'âge, dans la même tranche d'âge, sauf peut-être Yak et bien sûr Gary Temple. Les autres sont vraiment dans la même tranche d'âge, donc ils parlent le même langage, ils se comprennent, ils jouent les jeux vidéo ensemble. Et donc, ça fait que ces cohésions existent. Mais pour revenir à Darko, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une intervention de Perkins qui racontait. Oui. Aujourd'hui, après l'entraînement, on en a parlé avec Darko. D'accord. C'était hors micro. Grant lui a demandé s'il a vu l'intervention de Perkins. Il a dit non, non, non. Et puis on lui a dit ce qu'il a dit. En peu de mots, Perkins disait que Darko était assistant coach à OKC lors des années Kevin Durant, Russell Westbrook. Mais il n'était pas assistant tout près du coach. Il était derrière donc les coachs de développement. Et un jour, un des assistants, de top assistants, était absent. Et Darko est passé donc devant. Et il avait la tâche d'expliquer la vidéo sur Des erreurs. Des Pointer du erreurs. doigt des erreurs. Et là, il est venu, il a pointé du doigt à Westbrook. Et direct. Direct, qu'il soit star ou pas. Il n'a pas hésité de le remettre sur place. Et c'est ça que Perkins disait. Que Darko, c'est le coach qu'il faut pour ce genre de choses parce qu'il n'a peur de rien. Et aujourd'hui, à la conférence de presse, on lui a demandé justement parce que beaucoup de joueurs disent que il est intense. Et est-ce que il peut modérer ça et tout ça? Et puis il a lancé la blague. Il a dit si vous dites que je suis intense, heureusement que vous n'étiez pas avec moi il y a 15 ans. J'étais plus intense, mais je pense que les joueurs qu'ils ont, le coach qu'ils ont, font que donc ça marche. C'est pour ça qu'ils gagnent. Et les joueurs, stars ou pas, ils comprennent que Darko, c'est vraiment le leader. Ils le suivent. Même après l'entraînement, on a vu Darko travailler d'une façon intense avec Brandon Ingram aujourd'hui à l'entraînement. Donc il est hands-on. C'est pas quelqu'un qui dit oh allez faire ça. Il est sur le terrain avec eux. Il les protège. C'est vraiment beau à voir. Et puis le fait qu'ils gagnent, c'est un bonus. Mais je pense qu'ils ont les ingrédients qu'il faut pour avoir une bonne équipe. Mais je pense aussi le fait que ces critiques, elles passent auprès des joueurs, c'est que aussi ils montrent qu'ils se soucient d'eux en fait. C'est ça qu'on a remarqué dès son arrivée, c'est que à l'inverse de Nick Nurse, on le sent proche des joueurs. Ouais. Et quand tu es proche des joueurs, quand tu montres que tu t'intéresses à eux en dehors du basket, de leur vie, en fait, tu peux plus facilement critiquer quelqu'un. C'est comme toi et moi. Si on s'entend bien dans la vie de tous les jours, je vais plus facilement pouvoir venir te dire « Oh, je pense que ça, tu le fais pas bien. » Que si on s'entend pas, on s'emmerde tout le temps, Ouais. on s'embrouille tout le temps. Si je viens te dire un truc négatif, tu vas pas bien le prendre. Bah oui. Et je pense que ça rentre en compte dans le fait que Darko, il montre qu'il, j'ai pas le mot en français, mais qu'il care pour eux, tu vois. Il est vraiment là pour leur bien et pour progresser ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il a mis en place, qui fait que... Et je pense que même avec Westbrook à l'époque, je pense pas qu'il est venu l'attaquer comme ça, à mon avis. Il a dû le critiquer, mais de manière constructive, en fait. Ouais, c'est ça. En lui disant, hey, mon gars, là, regarde, c'est toi qui es mal placé en défense, ou je ne sais quoi. Mais je pense pas que c'était quelque chose de... Il n'y a rien d'insultant. Dans le sens intense, il va venir t'engueuler comme ça. Ouais. Il est intense quand il est dans le match, dans le jeu, mais je trouve très pédagogue et très soucieux du bien-être de ses joueurs. Et RJ en a parlé, il a dit que ça l'a surpris d'avoir un coach aussi bon comme humain. Il l'avait dit, exact. Et RJ l'a dit, oh, c'est vraiment drôle d'avoir quelqu'un aussi gentil, aussi humain que ça. Donc, c'est vraiment l'homme qu'il fallait pour cette équipe. Et c'est ça, et pour terminer, il y avait quelques, pas critiques, mais
quelques personnes qui, justement, ne savaient pas si Darko, au moment où il fallait gagner, il allait être capable de rendre les joueurs, j'ai pas le mot en français encore, Compétitif, accountable, oui. de, Oui, de- c'est de ça. les mettre face à leurs responsabilités, Mhm. justement, parce que les gens pensaient que oui, il est gentil, il accommode tout le monde, il dit toujours il a fait un bon match, etc., etc. Mais on voit quand même que les joueurs sont tenus pour responsables de Oui. leurs actes, puisque cette année, quand il y a quelqu'un qui joue pas bien, il n'hésite pas à le Oh, il sortir. n'hésite pas. Et puis, il a dit à la fin de la saison dernière, il a dit si j'étais amené à être gentil, j'allais vendre des crèmes glacées. Oui, c'est vrai. Je pourrais être vendeur de crème glacée, donc c'est pas mon rôle d'être gentil. C'est ça, c'est ça. Ah, c'était vraiment drôle. On va en rester là pour l'actu. On a bien discuté sur cette actu des Raptors. On va passer aux joueurs de la semaine, Patrick. Discutons un petit peu de Jacoby Walter qui nous a fait une très très belle semaine en l'absence de RJ Barrett. Ah oui, absolument. C'est donc R.J. Barrett qui s'est blessé. Je pense que c'était le match contre les Nets. Ouais. Donc, il n'a pas joué contre Cleveland, il n'a pas joué contre les Pacers. Et donc, en remplacement de R.J. Barrett, c'est Jacoby qui a pris le rôle. Sauf que au dernier match, coach a essayé d'amener CMB, mais ça n'a pas marché. Il a tout de suite amené Jacoby. Moi, je pense qu'il y a un parallèle entre cette saison et la saison dernière pour Jacoby. Parce que la saison dernière, il n'a pas participé au camp d'entraînement. Il était blessé. Il est venu un peu, pas vers le milieu, mais ils avaient joué plusieurs matchs. Et ça a pris le temps pour lui de s'accommoder, d'être... Et ça a été le même cas pour cette année parce qu'il a commencé lentement. Au début, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu parce que le poste de RJ, il y a RJ, il y a Grady Dick, il y a Ocha, il y a Jacoby. Donc, il y a de temps de jeu qui doit être partagé. Mais petit à petit, on voit qu'on retrouve le Jacoby qu'on connaît. Et puis là, avec l'absence de RJ, non seulement il est bon défenseur, excellent défenseur, mais en attaque, il s'est mis à marquer des tirs à 3 points. Il est dans le flow de l'attaque des Raptors. Et puis les steals qu'il fait quand quelqu'un regarde de l'autre côté, c'est vraiment le joueur qu'il faut. Et après le match contre Cleveland, Darko a dit, oui, on sait ce qu'il peut faire, mais il a dit, Jacoby, c'est le produit du développement des Raptors. On l'a drafté, on l'a développé, c'est le produit de l'équipe. Donc, ça se montre sur le terrain que ils peuvent vraiment compter sur lui à long terme parce que il est bon défenseur, il est athlétique. Et puis, quand il met à attaquer le panier, puis à tirer de loin, c'est le joueur qu'il faut. Et c'est ça la beauté, justement, des Raptors. Ils ont un banc tellement profond qu'une absence ou deux, ils peuvent combler sans problème, juste le temps que RJ revienne, pas de problème. Ben, c'est ça, en fait, c'est que cette saison, pour l'instant, que ce soit dans le 5 de départ ou dans les joueurs qui sortent du banc, on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va réussir à élever son niveau de jeu et qui va faire un bon match. Par exemple, typiquement contre Indiana, pour une fois, Mamou Kelashvili et Jamashed n'ont pas fait un bon match. Et là, cette fois, c'est Jacoby Walter en sortie de banc. Donc oui, il n'était pas titulaire, mais tu as raison, CMB, ça n'a pas fonctionné. Il a joué, il a fait 2 fautes, il a joué 2 minutes, je crois. Et Darko a vite changé son fusil d'épaule et on pouvait considérer Jacoby Walter quasiment comme un titulaire sur ce match-là. Mais vraiment, ouais, c'est tout ce qu'on attend de Jacoby, en fait, tout simplement, parce que la défense, on la connaît. C'est le meilleur défenseur homme à homme de l'équipe. Je pense que si on enlève Scottie Barnes, et encore Scottie Barnes en 1-1, je pense que c'est pas aussi bon parce qu'il n'a pas autant de mobilité face à des arrières. Jacoby Walter, on le voit, on l'avait mis sur Maxey, on l'a mis sur Donovan Mitchell, il a fait un match sensationnel. Là, Andrew Nembhard fait un très mauvais match. Allez voir les stats de Andrew Nembhard sur ce match-là. Je pense que Jacoby Walter n'y est pas pour rien, même s'il revenait de blessure. Hein. Et puis après, il y a eu Ben Mathurin qui a pris feu. Je l'ai appelé le scoreur professionnel. On a eu la chance d'aller le voir après le match. Ouais. Et Patrick lui a gentiment dit pour me faire mousser un petit peu. Oh Mike, il disait que tu étais un professional scorer. Il a dit merci. Il le sait de toute façon, c'est son jeu à Ben Mathurin.
Mais voilà. Non, Jacoby, c'est vraiment tout ce qu'on attend de lui. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer sur la suite. Est-ce qu'il va continuer à être à droit à 3 points? Je pense que c'est la clé pour lui. Parce que pour l'instant, balle en main, il n'arrive pas trop à créer. C'est compliqué pour lui. On a vu un ou deux drives contre les Pacers, mais c'est pas vraiment sa force. Il est bon s'il est servi près du cercle pour feinter, obtenir des fautes, Mhm. mais il a encore du mal à vraiment se créer son tir par lui-même. On voit ses 3 points, c'est surtout catch and shoot. Même s'il y a un petit move avec step back et tout, je crois qu'il en a mis un, je sais plus si c'était contre Indiana ou Cleveland, mais il y a encore des progrès à faire, mais c'est que sa deuxième année de toute façon. Ouais. Donc on va pas lui demander d'être un joueur parfait maintenant. Il n'y a personne qui est un joueur parfait en deuxième année. Donc c'est vraiment très très positif et ça fait plaisir parce que comme tu le sais, comme les auditeurs qui nous suivent souvent savent, moi c'est un de mes chouchous. Donc Ouais. je suis très content que Jacoby montre son vrai niveau. Et puis il y a une belle connexion avec Jamal Shed, on le sait. Et puis c'est vraiment très positif de Ouais, le voir ainsi. Ah, tu le disais au dernier match. Ah, c'est mon Jacoby, c'est mon. C'est drôle pour les gens qui nous écoutent. Quand on est à la Scotiabank Arena, on est dans la section de la presse. Nos collègues sont très sérieux, mais nous, on est des fans. Quand les Raptors marquent, on crie comme tout le monde, on encourage comme tout le monde. Et là, quand Jacoby a fait ses merveilles, Mike dit, ah, c'est mon Jacoby. Ah, on est des fans d'abord et puis le travail vient en deuxième. On aime bien un bon match. J'essaye d'être moins démonstratif que Patrick Oui, qui lui se lève, moi écarte je les suis. bras. Oh yeah! Mais ouais, c'est très différent. Je pense que si on prenait une photo sur des actions des Raptors de la ligne là de presse, on verrait Samson Falk et tout qui sont comme ça, et puis nous qui sommes un peu Oh, plus. nous on est. Qui montrons un petit peu plus nos émotions. On est un petit peu moins canadiens là-dessus. Bon, c'est vrai, normalement, quand tu es en salle, en tribune de presse, tu dois pas trop, mais bon, ils sont habitués à nous maintenant, hein. Ils vont pas nous virer pour ça. On va se laisser avant la pause avec un long entretien qu'on a eu avec Coach Wade. Désolé, j'ai regardé sur le côté parce que je surveille le temps. Coach Wade, bien sûr, francophone, puisqu'il est marié à Edwidge Lawson Wade, qui est une ancienne internationale que vous avez pu découvrir dans Impact Basket. Il nous a parlé de son été. On va l'écouter et puis au retour de la pause, on en parlera rapidement, Patrick, et puis ensuite on enchaînera avec la suite de l'émission. Allez, on se laisse avec Coach Wade et on se retrouve juste après, mais après la pause, en fait. On laissera la pause, on va pas revenir. Parfait. Pour commencer, je voulais qu'on revienne un peu sur votre été parce que vous avez eu un été quand même bien occupé. Déjà, avec la Summer League, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels souvenirs vous en gardez? Oui, pour moi, c'était très bien. Je apprécie l'opportunité pour le faire. Je vais remercier Darko pour faire confiance en moi. Mais je pense avec notre équipe, on essaie de trouver le rythme, le mécanisme, juste pour continuer à pousser notre culture. Et notre culture, c'est vraiment pour protéger la raquette et jouer avec l'agressivité sur les deux côtés. Soit c'est offense, soit c'est attaque ou en défense. Mais on essaie de trouver la confiance dans notre joueur pour vraiment faire confiance entre chacun à l'autre. Et nous, je pense qu'on a fait le staff et les joueurs, je pense qu'on a fait un bon boulot. Euh, et on a trouvé un peu de rythme pour commencer la saison, début de la saison. Et à titre individuel, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre développement d'entraîneur d'être head coach à la Summer League? C'est la première fois depuis 2023 que j'ai le droit pour être le head coach et trouver le rythme que c'est pas une bonne différence entre les filles et entre les garçons, mais c'est une différence quand même. Et pour trouver le rythme dans cet niveau, je pense que c'était quelque chose que j'ai besoin. Et j'ai essayé de trouver mon opportunité pour être un bon leader dans un vestiaire comme ça. Et je pense que les gars étaient vrai réceptifs. Et on a eu beaucoup de buy-in. Et donc, pour moi, c'était un bon euh, pour voir ça en vrai. Et je pense que j'ai appris
beaucoup de trucs, pas juste Darko, mais le staff en général. Comment gérer les différences dans tu veux dire, les différences dans l'attitude, le rythme le basket masculin, le basket féminin. Et j'ai appris beaucoup de trucs, je pense. Justement, par rapport à ça, comment est le processus? Est-ce que vous faites une réunion avec Darko pour la vision de l'été ou bien c'est juste toi qui Non, décides comment faire? non, ça fait 12 ans que nous, on a un coach en place. Et on a des discussions pendant toute l'année, comment on veut faire le Summer League. Et donc, j'étais prêt. Et donc, quand le Summer League est arrivé, et juste avant, on a notre mini-camp, mais laisse faire. Je dis, OK, maintenant, on a bien préparé. Maintenant, c'est le temps pour voir être le head coach de la Summer League. Et donc, avec son vision, avec le vision de notre équipe, parce que son vision, c'est le vision de toute notre équipe, là. Et j'ai essayé de faire exécuter ça. Et voilà, on a fait un Summer League qui n'était pas du tout mal. Et avec beaucoup de buy-in, des bons vibes et des bons travails. Et ensuite, après cela, c'était Giants of Africa Oui. au Rwanda. Ouais, ouais. Parlez-moi de cette expérience aussi. Non, c'est une expérience qui était... c'est difficile à mettre dans les mots, hein. Parce que vous avez les 20 pays avec 20 enfants de chaque pays, avec leur propre culture et avec leur propre esprit. Et c'était comme un mini-JO. Et vous avez... non, vraiment, c'était quelque chose, c'est une expérience que j'ai jamais eue dans ma vie. Et c'est quelque chose que je vais apprécier C'est un souvenir énorme pour moi. Pour vraiment... j'espère que c'est pas la dernière fois que je peux le faire. Et, c'est vraiment quelque chose qui réunit les pays d'Afrique. Et j'espère que c'est quelque chose fait que grandir encore. Donc, Est-ce que c'était votre premier voyage en Afrique? non, non, non. J'étais à Gabon avant, il y a 10 ans. Et j'espère que c'est, ça va pas beaucoup décalage pour le prochain voyage. Je veux au moins faire un voyage à Afrique tous les 2 ans si c'est possible. Mais si tu peux continuer à participer dans Giants of Africa, ça peut être quelque chose de bien pour ma vie, pour la vie de ma famille aussi. Ouais, c'était ça ma question suivante. C'était quelle était un peu votre relation avec l'Afrique, le fait que Edwige ait des origines de là-bas. Est-ce que ça vous pousse à vous y intéresser aussi? Après, on sait que les Afro-Américains, c'est vos origines lointaines, mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez plus d'intérêt de plus en plus? Ouais, pour moi, c'est quelque chose c'est un peu triste à par rapport les Afro-Américains. Et tu sais, moi, c'est quelque chose que je tiens en compte que moi, j'ai pas ça. Et on a des garçons comme Ochai qui savent son heritage. Et aux États-Unis, on n'a pas beaucoup d'Afro-Américains qui savent. Et, on n'a pas de culture de vraiment savoir où tous les deux, tu vois. Et pour moi, c'était quelque chose, ça m'a touché être en Afrique. Et c'est pas un jalousie, mais c'est quelque chose que dans ma tête, dans mon cœur, là, je souhaite que je peux avoir de lignes de ma famille. Et, et pour moi, je pense que c'est important parce que ça donne un certain fierté pour savoir. Oui. Et c'est la raison que, avec mon fils, qui savent, OK, sur le côté de ma mère, je sais que, voilà, il est très fier et je suis très fier de lui parce qu'il tient ça en compte. Donc, c'est important pour nous. Ouais. Pour revenir à la Summer League, comment est-ce que cette expérience a pu vous rapprocher beaucoup plus
avec les joueurs. Tout à l'heure, Jamal Shed, on lui a demandé justement de l'expérience. Il dit c'était bien pour lui, mais que tu n'es pas le meilleur basketteur de ta famille parce que ta femme est mieux que toi. Peut-être t'as raison. T'as raison. Mais non, cette expérience-là, ça nous a donné quelque chose de spécial, de bien, parce que on était vraiment proche après. Et c'était une expérience que on a vraiment trouvé comme en famille, et même si on n'a pas gagné, c'était un summer spécial pour nous. Et je pense cette motivation, cette inspiration, elle a continué jusque maintenant. Et ma dernière question, c'était quel est un peu le rôle que vous avez auprès des joueurs? On voit chaque joueur est assigné à un assistant avant les matchs pour les échauffements et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, c'est toute la saison et vous avez un suivi par rapport à chaque joueur qui vous est assigné? Oui, c'est un part de notre perfectionnement individuel. Il y a tous les coachs, il y a certains joueurs qui travaillent avec. Ça ne veut dire pas que tu ne travailles avec les autres joueurs non plus. C'est juste que, ouais, tu suis plus près les joueurs, et comme ça, on fait des documents, on continue à parler, on regarde des films ensemble, et avec un coach, tu peux vraiment faire progresser un joueur. Et parce que lui, c'est la ligne de communication. C'est lui qui est le principal communicateur avec le joueur, même s'il y a des autres coachs qui communiquent avec le joueur aussi. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, c'est fait pour être très, très organisé pour le joueur. Comme ça, elle n'a pas beaucoup de bois dans sa tête et tout ça. Et on peut garder un bon ligne avec des bons respects et tout ça. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Nous sommes de retour, Patrick, avec cet échange qu'on a pu entendre avant la pause avec Coach Wade. Coach Wade, hein, c'est très intéressant, hein, qui nous a dit des choses qu'on savait, hein, que l'équipe a voulu profiter de la dynamique de la Summer League pour le début de la saison. J'aurais bien voulu qu'on ait plus de questions pour lui demander si il estime quand même que ça a eu un impact ou pas, parce que on sait que les Raptors ont commencé plus difficilement, mais c'est vrai que quand même on sent que ça a donné une impulsion à ce banc malgré tout. Qu'est-ce que tu retiens toi de manière générale de cette entrevue avec Oui, Coach? il est très gentil, hein. Même hors micro, il est gentil avec nous. Il vient nous parler beaucoup de fois. Donc, on a développé quand même une relation avec lui. Mais on sent il a le basket dans le sang. Et même avant l'entrevue qu'on a eue avec lui, il y avait des questions à Jamal Shed. Et tu lui avais posé justement sur l'apport de Coach Wade. Il appelle Coco, C'est son de l'équipe. Et puis, ils comprennent que c'est quelqu'un qui a joué à un très haut niveau et puis qui a gagné aussi comme coach. Donc, il le respecte comme quelqu'un qui connaît bien le basket. Mais donc, c'est quelqu'un qui est très proche des joueurs. Il est très proche des joueurs, il les comprend, il comprend leur monde, il sait comment les encourager. Et puis, avec la Ligue d'été, on a vu comment il a pu amener donc l'équipe des Raptors de la Ligue d'été à défendre une qualité défensive vraiment excellente. Et là, c'est vraiment ce qu'il apporte justement à Côte d'Arco. C'est quelqu'un qui a gagné à tous les niveaux, en fait. Et Jamal Shed qui a lancé une blague, il dit il est très bon, mais il n'est pas le meilleur dans sa famille. Sa femme est mieux que lui. Donc tu vois, ils sont conscients de ce qu'il apporte aux Raptors. Et puis il a la connaissance, il a été champion, il a été même dans le management du basket. Donc il apporte beaucoup de choses pour ces Raptors. Et puis ils apprécient. Et puis bien sûr, au-delà du basket, son expérience, il a voyagé, il a été en Europe, il a été en Russie, en France, il a parlé de son expérience en Afrique. Donc tout ça, ça permet que ça soit l'homme qu'il est. Et donc, il est vraiment un homme très gentil, très sociable, et puis très drôle aussi. Donc, c'était bien de la part des PR de nous donner un peu plus de temps de la voir comme... les gens qui nous écoutent, normalement, les coachs assistants ne parlent pas à la presse. Mais nous, on a eu une faveur spéciale parce que le fait qu'il parle français, donc ça nous a donné l'accès justement à coach Wade pour lui poser des questions
pour la deuxième saison de suite, parce qu'on l'a eu la saison dernière aussi. Totalement. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Moi, j'ai vraiment aimé le passage sur l'Afrique et sur les Afro-Américains. C'est là qu'on voit que c'est un Américain très ouvert par ses expériences à travers le monde, où vraiment, par exemple, il regrette qu'il ne sache pas d'où il vient, quelle est sa ligne, quelle est sa lignée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il a envie d'y retourner régulièrement. C'est une très très belle chose et on espère qu'il va continuer avec Giants of Africa. Je pense que Masai, il apprécie aussi d'avoir des gens de la NBA qui sont engagés avec lui. Donc c'est une très très bonne chose. On va passer à la question du jour. Très grosse question, Patrick. Quel mois de décembre pour les Raptors? On va se pencher sur ce calendrier du mois de décembre. Les Raptors qui vont jouer pour l'instant 12 matchs, mais il y en a 2 de plus. Au moins un en plus pour la coupe, puisque les Raptors se sont qualifiés pour les quarts finales de la coupe. Ils devraient recevoir, puisqu'ils ont gagné tous les matchs. Ils sont numéro 1 ou numéro 2. Je ne sais plus ce qu'a fait Orlando. Si Orlando a gagné, ils sont devant les Raptors par rapport à la différence de points. Mais quoi qu'il en soit, ils sont dans les 2 premiers, donc ils vont recevoir ce match. Et soit le 9, soit le 10. Sinon, ça pas encore. Ouais. Et possiblement la demi-finale à Las Vegas, qui compte aussi dans la saison régulière. On rappelle, la finale ne compte pas, c'est un match bonus. Mais quel match bonus, ça vaut de l'argent ça pour les joueurs. Les Raptors, donc du coup, sur les 12 matchs pour l'instant qui sont au programme, on va dire 13, puisqu'il y en a un qui est, on le sait, qui sera à domicile. Les Raptors ont beaucoup joué à domicile dans ce mois de décembre. 9 matchs à domicile et 4 à l'extérieur, plus 1 à Vegas. Donc terrain neutre. Ils vont aller à Milwaukee, Miami, Brooklyn et Washington. Donc, les matchs à l'extérieur sont, en dehors de Miami et peut-être Milwaukee si Giannis est de retour d'ici là, sont normalement pas des matchs compliqués. Maintenant, le calendrier à domicile, Patrick. Alors, on va commencer le 2 décembre avec Portland, le 4 décembre, Los Angeles, ensuite le 5 décembre, réception de Charlotte, 7 décembre, réception de Boston, ensuite c'est le déplacement à Milwaukee. On reçoit de nouveau Boston, donc il y aura 2 matchs contre Boston. Déplacement à Brooklyn, à Miami et Washington, c'est un road trip de 3 matchs. Et ensuite les Raptors qui terminent avec une grosse fin de mois de décembre, puisqu'ils vont jouer le 28, le 29 et le 31, à domicile contre Golden State, Orlando et Denver. Patrick, l'analyse de ce calendrier. Je pense que il est plus compliqué que novembre, ça c'est sûr. Et donc, Portland, il y a moyen de prendre ce match. Portland n'est pas dans les tops de l'Ouest, parce que l'Ouest c'est compliqué. Mais c'est une équipe quand même qui a du potentiel, qui ont des jeunes avant le départ de Billups. Il a pu bien les développer. Donc, c'est une équipe qui peut surprendre. Donc, sur papier, rien n'est fait. Bien sûr, LA c'est l'une ils sont dans le top 4 à l'Ouest. Donc, ça sera une grosse affaire contre Luka et compagnie. LeBron James est de retour. Charlotte, je pense que Charlotte, on peut les prendre. Charlotte, on les a battus déjà 1 ou 2 fois déjà. Par contre, Boston, c'est l'une des rares équipes qui ont battu Detroit jusqu'à présent. Donc, le dernier match qu'ils ont joué contre Pistons, ils ont gagné ce match. Donc, ça peut être compliqué contre Boston. Mais les Raptors nous ont prouvé que, comme dit Darko, ils ne jouent pas contre l'adversaire, ils jouent contre le niveau de l'excellence qu'ils veulent. Donc, il est vrai que les Raptors, des fois, ils jouent au niveau de l'adversaire. On l'a vu contre les Nets, on l'a vu parfois contre Charlotte. Mais quand ils jouent contre une grosse équipe, on dirait qu'il y a une... c'est comme Scottie Barnes quand il a joué contre Mobley. Tu vois qu'il avait quelque chose à démontrer, qui dit il n'est pas mieux que moi. Donc, s'il y a une équipe qui est bon dans cette saison, il y a quelque chose d'extra que les Raptors ont pour gagner. Je pense on aura quand même de bons matchs. Moi, franchement, en regardant le calendrier, il y a des matchs difficiles, mais au final, je ne le trouve pas si compliqué que ça, parce que déjà, il y a énormément de matchs à domicile. Et ensuite, pour moi, de Charlotte à Brooklyn, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 matchs, pour moi, sur ces 5 matchs, il y a moyen de tous les prendre si les Raptors jouent au niveau qu'ils ont montré. Parce que Boston, certes, a battu Détroit,
mais on sait quel est leur jeu. Ça va beaucoup tirer à À 3 3 points. points, ouais. S'ils sont pas dans un grand soir, tu peux facilement les battre. S'ils sont dans un grand soir, ça peut être serré, mais je ne nous vois pas prendre des grosses défaites contre Boston. Portland, c'est une très très bonne équipe, mais j'ai envie de dire, vu le niveau qu'on a montré jusqu'à présent, on ne Ouais. doit pas se dire on a peur de Portland. Après, les gros matchs, c'est Los Angeles, c'est Miami qui joue très bien. Ouais, ils jouent très bien. Golden State, c'est un peu moyen ces derniers temps. Ouais, ils ont eu des blessés. Ils ont eu des blessés. Ouais, ouais. Orlando, si on veut s'affirmer comme une des meilleures équipes de l'Est, Il faut va battre falloir battre Orlando. Orlando. Et ensuite, Orlando et Miami. Orlando et Miami, Ouais. c'est des adversaires directs que tu te dois de battre. Et ensuite, Denver, bon, Ah, là, bon, si on là. perd, je ne nous en voudrais pas. Los Angeles et Denver, pour moi, c'est peut-être les deux gros matchs que les Raptors ne prendront pas. Mais après, sur le reste du calendrier, pour moi, il y a moyen, là, de faire encore plus de 50%. Mhm. Je dis pas qu'on va en prendre 9 sur 14 ou 10 sur 14, mais pour moi, il y a moyen d'être à... Non, encore 9, c'est pas 50, c'est proche de 50%. Non, je dis pas qu'on va en prendre 10 ou 12 sur 14, mais je pense qu'il y a moyen d'en prendre 9, 8 ou 9, et de conserver un très très beau bilan à la fin de ce mois de décembre. On va voir quelle équipe on va rencontrer pour la C'est coupe. ça. Ça sera un match important. Mais si on est éliminé de la coupe, par exemple, le match suivant pourrait être contre une équipe de bas de tableau aussi. Ouais, c'est Donc, va falloir voir. Je crois que Samson Falk avait fait des calculs et il avait imaginé que ça pouvait être Miami. Donc, on verra. On va pas s'avancer Ouais. là-dessus. Mais pour moi, ce mois de décembre, il n'est pas terrifiant. Ouais. Moi, je pense que la clé va être la santé. Bien sûr. Et pas n'importe quel joueur. On peut peut-être faire un match sans RJ, on peut faire un match sans Ochai, mais 2-3 matchs sans Yak, ça devient un problème. Brandon Ingram, la même chose, parce que bon, on peut gagner un match ou deux, mais ne pas avoir quelqu'un que si c'est compliqué, tu lui donnes la balle, il va créer. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses, mais Yak, Yak, vraiment, c'est l'un des incontournables de cette équipe. S'il est absent, on a parlé du shoot de Ingram à la fin du match, mais sans le contre de Yak sur Pascal, il y a pas cette action parce que Yak, c'est vraiment incontournable au niveau de la défense. Même en attaque, il facilite beaucoup de choses. Bien Donc, sûr. tout ce calendrier-là, oui, il gagne des matchs, mais si Yak n'est pas là, si Brandon Ingram n'est pas là, ça peut être compliqué pour les Raptors. Ouais, tout à fait d'accord. On va suivre ça, mais on va partir du principe qu'ils sont en bonne Ils santé. sont en bonne santé, Qui ouais. vont le rester. On Ouais, touche ouais. du bois. Il n'y a pas de bois par ici, mais touche la table qui est là-bas. Les Raptors, ouais, moi je pense que, je sais pas si on peut partir sur un pronostic, si tu as eu l'occasion de compter un petit peu combien tu donnerais de victoires là-dessus. Je vais te laisser le faire pendant que je regarde moi de mon côté. Moi je partirais sur un 9-5. Je partirais sur un 9-5 sur ce mois de décembre. Ouais. Avec pourquoi pas de belles surprises dans la coupe Ouais. et aller jusqu'en finale. Après, ça sera plus compliqué contre l'équipe de l'Ouest qui va arriver en finale, mais je partirais sur un 9-5, ce qui poserait le bilan des Raptors à... On est à combien en ce moment? On est à 14. 14, donc on serait à 23-10. Ouais, Ça serait très très bien. 23-10, on où est-ce prend. qu'on signe? Ouais, moi je suis dit, oui, 9, 5, 10, 4. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Moi, c'est Denver et LA. Ça va être. Il faut vraiment sortir le gros match. Mais ils ne sont pas invincibles. Ils ont perdu des matchs. Moi, je pense que la seule équipe qui est difficile là-bas, c'est OKC. Le reste, OKC, c'est une autre. Et là, ils viennent d'avoir l'équipe au complet. Ça va être même plus compliqué pour les battre. Mais le reste, je pense que si Jokic fait un match moyen, c'est-à-dire un triple-double moyen, Avec 25 points oui, c'est seulement. ça, avec 25 points, on peut. Mais le reste, il y a moyen. Mais puis Milwaukee sans Yanis, ils ne sont pas. Mais d'ici le 18 décembre, il sera c'est- certainement là. ouais. Mais même avec Yanis, les Raptors auraient dû les battre en début de saison où ils ont raté beaucoup de lancers francs et ils ont un peu perdu les pédales dans la fin de match. Mais même avec Yanis, moi personnellement, cette équipe de Milwaukee, elle me fait pas
plus peur que ça, surtout dans la dynamique dans laquelle les Raptors sont. Mais après, oui, les 2 gros matchs que tu as dit, et je pense qu'il y aura des défaites quand même par-ci, par-là. C'est possible à Miami, par exemple. Miami qui joue très bien. Ça va être un bon test d'ailleurs contre Miami. Mais c'est dommage, dans ce mois de décembre, il n'y a toujours pas de rencontre face à nos voisins de Détroit. Oui, c'est ça. Donc, je pense que Détroit, ça va être à partir de janvier. Et là, peut-être d'ici là, ils auront perdu quelques matchs, on ne sait pas, mais ils sont quand même sur une bonne lancée. Ils sont premiers à l'Est. Et puis, Détroit et OKC, c'est vraiment les 2 équipes qui ont un niveau excellent. Mais d'ici là, on ne sait pas. On ne sait jamais. Ouais. Très bien, on va conclure le mois de novembre. Avant cela, avec 2 rencontres, Charlotte et New York. C'est d'un jour à l'autre ce week-end, ce samedi soir, puis dimanche. On va seulement parler de Charlotte, Patrick, pour conclure très très rapidement. Qu'est-ce que tu vois pour ce match-là? Moi, je pense que, à moins qu'il y ait des surprises, ça c'est un match à prendre. C'est vrai que quand ils étaient ici à Toronto, ils ont quand même donné de leur meilleur contre les Raptors, mais je ne vois pas les Hornets inquiéter vraiment les Raptors parce que cette saison, ils ont démontré qu'ils peuvent gagner à l'extérieur. Donc l'année passée, c'était un problème de gagner à l'extérieur. Mais là, l'horaire de novembre et d'octobre, c'était beaucoup plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Donc ils ont l'habitude maintenant de jouer à l'extérieur. Et je ne vois pas, ça m'étonnerait que les Hornets fassent des problèmes aux Raptors. Mais encore une fois, c'est la NBA. Tout peut arriver dans un match. Mais je pense qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter face aux Hornets. Ça va être intéressant de voir le retour de Brandon Miller, mais je ne crois pas qu'il soit sur une belle dynamique non plus, les Hornets. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que j'avais fait la remarque après le match contre Toronto où ils avaient fait une très belle prestation. J'avais dit, oh, on dirait que les Hornets ne sont pas au bilan qui reflète leur niveau. Le prochain et le lendemain, ils ont perdu, je crois, contre Brooklyn ou contre Indiana, je ne sais plus. Donc, au final... ça reste très irrégulier du côté des Hornets, mais il y a quand même du talent. Hein. Il y a bien sûr il y a LaMelo Ball, il y a Brandon Miller, il y a Knoppel qui est très très bon. Oh, ouais, il est précis qui fait là. une belle saison. Ouais. Donc il faudra que les Raptors soient sérieux, qu'ils abordent ce match comme ils l'ont fait depuis le début. C'est ça qu'on dit aussi, c'est que là, ils prennent les adversaires un par un et ils sont sérieux. J'ai pas l'impression qu'il y a un seul adversaire qu'ils aient pris à la légère. Il y a peut-être eu des problèmes de début de match contre les Nets et tout ça. Mais finalement, ils arrivent toujours à un moment ou un autre par resserrer les boulons. Notamment, l'une des forces des Raptors cette année, on n'en a pas parlé quand on a fait l'actu, mais c'est leur fin de carton. Ils arrivent très bien à terminer les cartons à chaque fois. Et le 3e carton, c'est là où ils mettent le carton là. Ouais. Exactement. Ouais. Donc on va surveiller ça encore une fois. Ça avait été encourageant aussi à Philadelphie, malgré les absences. Ils avaient su aussi bien boucler le match. C'est ça le dernier match à l'extérieur. C'était contre Philadelphie d'ailleurs. Ouais. Donc il va falloir s'appuyer sur ce match-là. Et puis je pense que ça devrait passer. Et ensuite on aura dimanche vraiment le gros test. Si vous n'avez pas encore regardé les Raptors cette année ou si vous voulez regarder d'un seul œil, s'il y a un match à aller voir, à mon avis, c'est cette rencontre face aux Knicks de New York. De New York dimanche. Et puis notre collègue Sabine sera là. Oui. Sera là pour nous aider à couvrir, peut-être avoir certaines entrevues contre New York dimanche. Ils seront en back-to-back. Ils auront joué samedi. Donc le lendemain, ils seront à New York. Et puis New York, c'est quand même une bonne équipe. Bien sûr. Et ils jouent bien. Et surtout, ils font jouer leur banc, contrairement à la saison passée. Donc ça va être un bon test avec des joueurs qui ont un très bon niveau. Et puis on va en parler certainement dans notre prochaine émission la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. On va se quitter avec les petites entrevues qu'on a eues avec Pascal Siakam lors de son passage à Toronto. C'est en 2 parties. La première partie, c'est lors de la soirée qu'il avait faite avec DMZ et sa fondation PS43, PS43. On avait eu l'occasion de discuter avec lui à propos de cette initiative. Je vous invite aussi à aller lire l'article sur ONFR. On est revenu sur l'impact justement de ce partenariat qui a impacté un entrepreneur francophone. Donc ça, c'est génial, avec qui on a pu discuter aussi. Vous pouvez retrouver tout ça sur onfr.org. Et nous, comme on dit toujours quand on se quitte...
Let's go Raptors! Let's go Raptors! Oui, Pascal, qu'est-ce que ça fait de revenir à Toronto et pourquoi tu as décidé de garder ta fondation ici et comment est-ce que tu te sens après cet événement? Ouais, je me sens toujours bien quand je viens à Toronto, bien sûr. C'est comme une maison ici pour moi, donc ça fait très plaisir d'être là et d'avoir pu avoir la fondation ici, même après que je sois parti, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui était très important pour moi. Et j'avais vraiment voulu que ça se passe et on a travaillé dur pour que ça se passe. Et de venir aussi, d'avoir un événement comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, ça prouve que les choses qu'on s'est promises, elles se passent. Donc ça fait plaisir et je veux qu'on puisse continuer comme ça. Est-ce que tu vois un événement pareil au Cameroun? Ah ouais, bien sûr. On sait qu'en Afrique, au Cameroun, avoir des ressources comme ça, c'est quelque chose de très important. Et comme je l'ai dit, la fondation, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, c'est Toronto, c'est les États-Unis, donc c'est partout. Globalement, on veut essayer d'être où on peut. Et pour moi, d'avoir quelque chose comme ça, ce sera très bien. Oh, hey Pascal. Fais jongler français-anglais. Ouais, c'est bon, ça va, j'essaye. Le choix de s'associer avec DMZ, comment il s'est porté? Est-ce que toi, tu as une appétence particulière pour les technologies? Ouais, bien sûr, la technologie, on sait que c'est le futur. Donc, pour moi, cette opportunité de travailler avec DMZ est venue. Le travail qu'ils font est très important pour le monde et pour moi d'être involved avec ça m'a fait vraiment plaisir et ils ont été de très bons partenaires pour nous et la fondation. Donc on veut continuer à voir où on peut aller et espérer qu'on peut créer des choses qui vont aider, non seulement, comme je l'ai dit, ici au Canada, mais partout dans le monde, tu vois. Donc c'est ça l'objectif et j'espère qu'on pourra l'atteindre. Je m'appelle Jonathan Grumpe, je suis fondateur d'une compagnie d'entreprise en technologie éducative Adventive. J'enseignais à Toronto-Ouest et c'est mon expérience en enseignement qui m'a poussé à apprendre le codage et commencer mon entreprise pour appuyer les enseignants avec toutes leurs tâches administratives. Super. Alors dis-moi un petit peu quelle est l'importance pour toi de ce partenariat et qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, de notre côté, comme plusieurs personnes ont partagé tout à l'heure, c'est très difficile d'entrer en contact avec les administrateurs qui travaillent chez les conseils scolaires. Donc, on a eu le mentorat de professionnels d'industrie chez Google, on a eu du support et du mentorat d'entrepreneurs très chevronnés ici au DMZ. Et du côté de PS43, on a pu présenter notre travail au TCDSB et puis au IMSA. Aux États-Unis, on a eu de très belles rétroactions. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être lié en quelque sorte à Pascal Siakam, un joueur qui a tellement marqué la ville? C'est un honneur et c'est très... Je pense que c'est une très belle chose de voir à quel point son impact n'est pas centré sur le basket. Donc du travail qu'il fait avec son organisation PS43, non seulement pour appuyer les futurs athlètes, mais les futurs chefs d'industrie, les entrepreneurs, c'est un plaisir de participer. Quelles sont un petit peu les choses qui s'en viennent, les choses à venir? Oui, donc de notre côté, suivant les rétroactions qu'on a eues pendant le programme, on a pu améliorer notre communication. On a traduit notre plateforme en français, donc les enseignants francophones puissent y bénéficier. Et on a plusieurs nouvelles surprises qui s'en viennent dans les prochains 6 mois. Donc on reste aux aguets pour voir tout ça qui va arriver. Ouais. Parfait. Pascal, un match dur à la fin. Comment est-ce que tu te sens à la fin? Parce que c'est pas la première fois que Indiana se bat jusqu'à la fin, mais on ne parvient pas à gagner. Ouais, on s'est bien battu, mais à la fin, on n'a pas pu finir le boulot. On doit juste continuer à regarder le positif et à avancer. Est-ce que il y a des joueurs qui sont en train de revenir? Est-ce que au niveau des objectifs, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller aussi loin que l'année passée, ou bien c'est juste le développement des jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de jouer? Non, on veut juste, comme je l'ai dit, avoir les blessés, qu'ils reviennent, mais à la fin, on doit se continuer à se battre. C'est juste, 16, 15, 17 matchs, quelque chose comme ça. Donc, la saison est encore là. Donc, il faut pas qu'on se décourage. On va continuer à aller de l'avant
essayer de voir le positif, essayer de rester ensemble. Et bon, si on continue à jouer des matchs comme ça serrés, je pense qu'à un moment, ça va partir de notre côté. Moi, j'avais juste 2 petites questions sur le basketball camerounais. On a vu 2 joueurs, malheureusement, qui ont quitté la Ligue cette année. Est-ce que tu es un peu en contact avec eux? Tu leur donnes des conseils pour ne pas lâcher? C'est Ulrich et Koloko qui ont malheureusement quitté la Ligue pour des raisons différentes. Quitter la Ligue. Ouais, Koloko a été coupé et Ulrich, il y a des problèmes de santé. Ouais. Donc, c'est dur. J'ai pas encore parlé à Christian parce que je suis proche de lui un peu. Mais j'ai pas encore eu la chance de lui parler. Mais ouais, c'est dur. Avec Ulrich, c'est aussi compliqué. Mais bon, il faut juste continuer à se battre. À la fin, on espère qu'ils auront encore une opportunité parce que le talent est là. Donc, on espère qu'ils auront une opportunité de revenir à la Ligue. Et ma dernière question, c'était sur Yves Missi qui a fait un super BT avec l'équipe du Cameroun. Est-ce que tu as été enthousiasmé par ça? Ouais, lui, je l'ai parlé, on s'est parlé déjà un petit moment. Donc, ouais, ça fait plaisir de le voir. C'est un jeune joueur de la Ligue et de pouvoir aller comme ça et avoir la chance de faire ça. Donc, ouais, c'était bien et c'était cool de voir. You